Messieurs, dames, bonjour. Ah, J'ai vu des visages bouger, donc a priori vous m'entendez. C'est toujours assez étrange ces conférences. Je crois quel est le vrai terme technique, muette. Mais a priori vous m'entendez bien, c'est parfait. Donc bonjour à tous. Avant de se présenter, juste quelques mots d'introduction. On avait souhaité plutôt laisser un peu de mystère, même si ça peut paraître un peu prétentieux dans le titre de la conférence. Voilà, les révélations vont arriver dans quelques instants. Euh, on va avancer d'un cran. Je suis Denis Bazin. Je travaille chez Belimo, qui est un industriel suisse. Et chez Belimo, moi, je m'occupe plutôt de traiter les sujets liés à l'activité hydraulique. On est également connu pour ça, actif dans le domaine de l'aérolique. Je suis accompagné de Nicolas, à qui je vais céder la parole, puisque c'est lui qui démarre cette conférence. Donc, bonjour à tous, moi c'est Nicolas Coustet. Donc, moi je m'occupe de tout ce qui est installation de génie climatique pour le patrimoine immobilier du Sénat. Alors, par rapport à mes activités, c'est un patrimoine historique à préserver et à moderniser. C'est réparti sur 120 000 m² de surface, 24 bâtiments. En termes de sources d'énergie, on utilise la vapeur, le gaz, l'électricité. Et pour donner quelques éléments clés, 9 sous-stations vapeur entre 200 et 3 MW de puissance, 10 productions d'eau glacée de 50 kW à 1,5 MW et une centaine de centrales de traitement d'air avec des débits de ventilation assez variés. Nous sommes bien évidemment soumis au décret BAX et au décret tertiaire. Mon quotidien, c'est la gestion de l'exploitation et de la maintenance, la supervision des travaux d'entretien et de modernisation et le pilotage de l'amélioration énergétique. Donc l'intervention, on a choisi de vous présenter un peu une installation qui est une vraie installation pour vous donner un peu introduire un peu on va dire la thématique de la conférence. Donc il s'agit d'une production d'eau glacée composée de 2 groupes d'eau glacée. Les besoins estimés hors foisonnement sont d'à peu près de 1950 kW. Chaque groupe d'eau glacée est à condensation à eau. On a des usages de confort, des usages de process pour des locaux informatiques et des salles de réunion. Une partie primaire et une partie secondaire décomposées en 6 réseaux secondaires et des pompes à débit variable sur l'ensemble des réseaux. L'installation est intégralement supervisée, mais il n'y a pas de compteur énergétique. Au niveau du constat et de l'analyse que j'ai pu faire sur cette installation, il y a une non-cohérence entre la production et le besoin. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une production qui est composée de 2 pompes à chaleur de 750 kW pour à peu près des besoins un peu moins inférieurs à 2 MW. Aujourd'hui, j'ai qu'un seul des 2 groupes qui fonctionne toute l'année. Donc avec 700 kW, j'arrive à donner satisfaction et potentiellement à couvrir ce qui est demandé. J'ai une production sous-dimensionnée par rapport aux besoins hors foisonnement, mais les besoins sont couverts le plus souvent. Le temps de fonctionnement, par contre, est largement supérieur à ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que l'installation fonctionne toute l'année, H24, 365 jours par an. Le débit est quasiment constant, malgré des pompes à variation de vitesse. Les pompes varient très peu. Et j'ai un gros déséquilibre hydraulique. Et la consommation, donc, qui s'en traduit avec une consommation élevée par rapport aux besoins théoriques. Et globalement, le facteur assez frappant qui m'a permis d'avoir tous ces constats-là, c'est que j'ai un delta T qui est quand même très faible. On est sur un delta T de 5 normalement sur une installation d'eau glacée. On va dire en printemps, mi-été, je suis sur un delta T de 5. En hiver, on est plus sur un delta T de 1 degré. Ce constat et cette faiblesse de fonctionnement, c'est lié principalement à une mixité d'usages qui allonge les temps de fonctionnement, notamment pour le process. On dégrade les performances, où la puissance n'est pas délivrée de façon homogène, et les circuits secondaires se comportent un petit peu comme ils peuvent se comporter.
et l'absence de profil de charge sur les pompes de distribution qui engendre une forte consommation énergétique. Et après, je manque pas mal d'instrumentation, notamment les compteurs d'énergie, pour essayer un peu d'affiner, de voir si j'ai un réseau qui est un peu plus défavorisé que l'autre, et les organes d'équilibrage qui sont absents, qui pénalisent la distribution et l'émission. Donc le delta T réel étant inférieur à celui du calcul, on peut facilement conclure que c'est un bon indicateur d'une faible performance. Merci Nicolas. Donc, après ce constat, je vous propose qu'on prolonge la réflexion autour de ce sujet. Vous voyez une installation somme toute assez classique. Sur le papier, ça a l'air très bien, très beau. En réalité, on s'aperçoit que ça l'est beaucoup moins en fait. On a des surprises et tout ne fonctionne pas tel qu'attendu. Et ça, c'est sans doute le cœur du sujet, ces écarts entre la réalité et l'attendu. Quelques questions que Nicolas se pose. Est-ce que le dimensionnement de l'installation est correct? L'instrumentation suffisante et pertinente? Il nous a un peu répondu. A priori, non. Il manque d'informations à certains endroits pour pouvoir piloter correctement l'information. Est-ce que les usages et la consommation sont optimaux? Alors, il a du mal à répondre. Il sent, en voyant ce qui se passe, que non. Mais comme il manque d'instrumentation, c'est difficile de répondre plus précisément que ça. Et pourtant, ces équipements sont performants et récents. Performants, là aussi, malheureusement, en théorie, dans le laboratoire du fabricant, les équipements qu'il a choisis, fait installer, sont des équipements avec des performances de premier plan. Et malgré ça, eh bien, on n'atteint pas ce qu'on pourrait espérer. Alors, cette situation, elle est presque classique. Quand on travaille sur une installation de CVC pour un bâtiment, la première approche est une approche thermique, que ce soit en neuf ou en rénovation. Quand on fait du neuf, c'est assez simple, on fait des calculs thermiques, on fait des choses extraordinaires maintenant, des simulations thermodynamiques, ainsi de suite. Donc on a une idée assez précise, et précis, c'est peut-être pas assez fort, des besoins thermiques. Et en rénovation, là, il y a un petit peu plus d'inconnus. On fait des hypothèses, mais on fait des progrès. On arrive à faire des choses qui sont quand même assez fiables. Et donc, sur cette base-là, on définit donc ce qu'on a appelé ici le besoin, alors, qui, selon la destination du bâtiment, se traduit par du confort. Si c'est un bâtiment où il y a des occupants à l'intérieur, quel qu'il soit, du tertiaire, du résidentiel, peu importe. Si on fait la notion de confort, ou de la puissance. Typiquement, si c'est de l'industrie, si c'est un data center, si c'est autre chose. Et c'est ce curseur-là qui définit ce qu'on a appelé ici une consommation de calcul. Alors ça, la consommation, c'est pareil, on peut la définir en parlant en kilowattheure, en euros ou en tonnes de CO2. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Les trois sont liés directement. Dans la réalité, est-ce que c'est ce qui se passe? Eh bien, je pense que vous le savez, vous avez déjà fait ces constats-là. La consommation, elle est généralement supérieure à la valeur attendue, voire très supérieure. Et l'écart entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est de l'inefficacité. Ça veut dire qu'en fait, on a produit plus que le besoin. Et donc, il y a des pertes quelque part dans le système. Et là, quand on regarde cette situation, deux options s'offrent à nous pour essayer de ramener la consommation réelle au plus proche de ce qu'on attendait. Premier cas, première solution, eh bien, on peut jouer là-dessus, baisser le niveau de confort. Je pense que là, avec le décret éco-énergie tertiaire, en 2030, il y a quelques personnes qui vont tourner le bouton. Il va y avoir de l'inconfort dans les bâtiments. On va baisser la consommation. On a tous le fameux 1 degré, 7%. Oui, donc c'est facile de faire des calculs. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un bon ordre de grandeur. Voilà, on peut faire ça. Ça, c'est la première solution. Et la seconde, qui est peut-être un peu plus pertinente, même si malheureusement c'est un peu moins facile à faire, c'est de travailler sur l'inefficacité. Alors, pour faire ça, tout d'abord, pour travailler sur quelque chose, essayer de le réduire, parce que l'objectif c'est de réduire l'inefficacité, il faut le connaître. Et quel est le critère, ou les critères de l'efficacité d'une installation, soyons un peu plus précis, d'une installation hydraulique de CVC? En gros, Nicolas, dans son bâtiment, est-ce qu'il doit consommer, logiquement, 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, ou 170?
Par quoi est-ce que c'est impacté? Évidemment le climat, donc il faut refaire des calculs, ramener ça au DJU, l'occupation, la maintenance, est-ce que tous les équipements ont été bien maintenus, le comportement des usagers, hein, vous savez on peut tourner un peu le bouton, demander plus ou moins de confort, voilà, la qualité de l'enveloppe, ainsi de suite, tout un tas de questions auxquelles il n'est pas forcément simple de répondre, hein, surtout qu'il y en a certaines, le comportement typiquement, on n'a pas trop la main là-dessus, le comportement des occupants. Essayons d'approcher les choses par un autre bout, peut-être plus simple. La définition de l'efficacité d'un système, okay, on peut faire le parallèle avec un rendement, en fait, hein, c'est un système qui n'a pas de perte. Hein, c'est-à-dire que le besoin, on a un besoin d'une puissance, et si on produit exactement le besoin, eh bien là, on a une efficacité à 100%, aucune perte, un rendement égal à 1, ce qui n'existe pas, on est tous d'accord, mais dans tous les cas, c'est le Graal qu'on va chercher à atteindre. Ça veut dire qu'en fait, pour que notre système soit efficace, il faut qu'on amène à chaque zone, chaque équipement, ainsi de suite, la puissance dont il a besoin à chaque instant. Hein, donc produire le besoin. Donc déjà, première chose, un constat que Nicolas a fait, il dit peut-être je manque d'instrumentation parce que pour produire le besoin, il faut connaître le besoin. Ça, il y a des systèmes de régulation, de GTB, ainsi de suite, qui font ça très très bien. L'information, on peut assez facilement l'avoir. Une puissance, alors je fais un peu de technique, désolé, mais la puissance délivrée par un équipement, elle est proportionnelle, on dirait à deux paramètres, un débit et un delta T, donc un débit et une température. Et donc ça veut dire que si à un moment, le débit fourni est supérieur au besoin, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Mathématiquement, automatiquement, le delta T va être dégradé. Okay, donc ça veut dire que chaque fois qu'on est surpuissant, qu'on amène trop de puissance à travers un surdébit, eh bien, on vient dégrader le delta T. Quelques repères, en fait, hein, on a fait ça sur la base d'un delta T théorique de 20, quelque chose d'assez classique pour du chauffage. Hein, on peut faire le même parallèle sur du refroidissement avec des delta T plus faibles, sachant que là, les impacts sont encore plus élevés parce qu'en proportion, 1 degré de delta T de moins a une importance bien plus élevée. Mais voilà, si on a un delta T qui est supérieur à 90% de l'attendu, on a une installation qui est performante, efficace. On pompe uniquement la quantité d'eau nécessaire, on réchauffe ou on refroidit uniquement la quantité d'eau nécessaire. Et dernier point, auquel on ne pense pas toujours, les générateurs ont un rendement optimal. On va voir après pourquoi ça c'est important de garder ça en tête. Alors, qu'est-ce que c'est que les causes de l'inefficacité ? On en a répertorié quelques-unes, il y en a sans doute d'autres, mais déjà, c'est tout ce qui est flux inutile. Hein, et c'est inutile, hein, quand le nommant, on comprend que c'est quelque chose qu'il faut supprimer. Le premier, c'est les vannes 3 voies. Aujourd'hui, sur du neuf, on n'en installe quasiment plus. Sur le parc existant, il y a encore des centaines de milliers, sans doute, de vannes 3 voies, donc des installations à débit constant, qui, par essence, par définition, ne peuvent pas être performantes, c'est pas possible. Le delta T n'est jamais au niveau attendu avec ce type d'installation. Des défauts d'équilibrage, Nicolas nous en a parlé, il a fait ce constat-là. Un défaut d'équilibrage, c'est des surdébits. Ok, alors des sous-débits, là ça génère de l'inconfort, hein, ça génère un autre phénomène. Ça ne va pas forcément nuire à la performance, ça va nuire au confort. Mais le surdébit, le défaut d'équilibrage, lui, va nuire à la performance. Des bypass permanents. Et oui, sur les installations qu'on fait maintenant en débit variable, on doit très souvent protéger certains équipements, la pompe, le générateur, contre un débit trop bas. Hein, ces équipements n'acceptent pas de descendre sur des débits très très bas. Et donc pour les protéger, très souvent, on vient créer des bypass dans les circuits, en haut des colonnes, au bout des antennes, peu importe. Et ça, c'est des circulations parasites. Hein, elles n'ont rien d'autre comme objectif que la protection des équipements. Hein, en termes de fonctionnement, voilà. Et là, c'est encore du débit qui circule en trop et qui vient détruire le delta T, puisque toute l'eau qui passe dans ces bypass, delta T 0. Et enfin, des vannes de régulation non étanches. Alors ça, c'est pernicieux en plus parce qu'on ne le voit pas et qu'on a peut-être un peu du mal à imaginer qu'une vanne, rien qu'en disant le nom, puisse ne pas être étanche. Hein. Une vanne, voilà, je l'ouvre, je la ferme, elle va à minima au moins faire ça. Si elle régule en plus, c'est mieux, mais voilà. Et malheureusement, la grande majorité des vannes de régulation ne sont pas étanches. Ça veut dire qu'à certains moments, on peut avoir même l'illusion de la performance. Hein. Sur l'écran de la GTB, c'est marqué on a fermé la vanne et le débit continue à circuler. La deuxième raison, c'est un sujet de dimensionnement, plus exactement de surdimensionnement.
Oui, classiquement, on l'a dit en introduction, on fait un calcul de besoins thermiques, d'accord? On arrive à une valeur, et puis par mesure de sécurité, on va mettre un coefficient sur la valeur qu'on a trouvée. Donc 5%, 10%, en fonction des situations, des habitudes, de plein de choses. Donc ça, c'est le premier step vers le surdimensionnement. Et puis derrière, très souvent, qu'est-ce qui se passe? L'installateur, quand il doit choisir l'équipement, si on lui dit il fallait 2200 watts, il regarde et la batterie de CTA de 2200 watts, elle n'existe pas. La plus proche, c'est 2400. Donc on se retrouve avec un équipement qui est surcapable par rapport aux besoins. La qualité de la boucle de régulation, et qualité, c'est au sens très très large, aussi bien sur les appareils de contrôle que sur les produits eux-mêmes. Est-ce qu'on régule en tout ou rien? Est-ce qu'on régule en modulant? Évidemment, le tout ou rien n'est pas propice à la performance. Réseau inadapté aux usages, ça aussi c'est ce que Nicolas évoquait. Il disait qu'en fait il a des mutualisations de réseaux qui ont été faites, sans doute pour des soucis d'économie, pour économiser des longueurs de tuyauterie, typiquement des armoires de clim branchées sur des réseaux de CTA. Les armoires de clim, on a besoin de les refroidir toute l'année, donc le réseau tourne toute l'année pour 4 armoires de clim. Des profils de charge, il nous en parlait. L'ECS, je ne m'étends pas là-dessus, c'est un sujet un peu spécifique. L'ECS, c'est un grand destructeur de delta T. Il faut vraiment faire attention, chercher des solutions les plus performantes possibles pour les systèmes ECS. Et puis après, les autres sujets, c'est des sujets d'exécution et de maintenance, des défauts de calorifuge, d'entretien, de maintenance, ainsi de suite, qui pénalisent le fonctionnement. Il y en a sans doute d'autres, on n'a pas prétention à être exhaustif là-dessus, mais vous voyez, on a déjà pas mal de pistes pour aller chercher de l'amélioration de la performance. Et donc, en conclusion, finalement, est-ce que le delta T n'est pas le révélateur, l'indicateur le plus simple et lui-même le plus efficace pour juger de l'efficacité d'un système, d'une installation hydraulique de CVC? Mais oui, si le delta T observé est, pas exactement pile poil celui attendu, mais si on est relativement proche, ça veut dire qu'on n'a pas de débit parasite, ça veut dire qu'on est bien équilibré, ça veut dire que la régule fonctionne bien, ça veut dire que tout fonctionne bien. Donc simplement en mesurant le delta T, ce qui est plutôt facile à faire, c'est 2 sondes de température et ça on l'a à peu près partout, c'est remonté sur toutes les GTB, on peut très très simplement se rendre compte de l'efficacité d'un système. Et là on est déconnecté d'absolument tout, le comportement des occupants. Alors, ils se chauffent à 19 ou à 22, ça on peut en discuter, vous voyez ce que je veux dire, de la pertinence de ça. Dans tous les cas, avec le delta T, on va pouvoir juger de l'efficacité de l'installation. Donc le mapping peut être fait, évidemment, plus on va descendre bas dans l'installation, plus ça sera pertinent. Ça aussi, c'est un sujet que Nicolas a évoqué. Il dit je manque un peu d'instrumentation. Donc là, classiquement, c'est des valeurs qu'on a l'habitude de reprendre à certains niveaux de l'installation, mais peut-être qu'on ne va pas assez bas dans l'installation. Ensuite, là aussi, il ne faut pas se tromper de combat. Le combat du delta T, il ne se gagne pas à la production. Parce que qu'est-ce qui consomme? Qu'est-ce qui crée du delta T? Qu'est-ce qui émet? Comme leur nom l'indique, les émetteurs, les échangeurs. Donc du delta T, il se crée là. Il se crée au bout de l'installation. Ici. Donc tous les enjeux sont là. Tout le reste est vain. On voit maintenant, des gens ils disent on va mettre une vanne 3 voies, on va renvoyer l'eau si elle ne revient pas assez froide, ainsi de suite. C'est vain, ça ne sert à rien. Le delta T, il se crée dans les émetteurs. Ça veut dire qu'en fait, la priorité qu'on doit avoir, elle doit être faite sur la qualité de la gestion de l'émission, de la régulation, du contrôle des températures. Tout l'enjeu est ici. Un autre sujet également, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Vous savez, quand on raisonne puissance, énergie, on pourrait se dire, ok, mais si on n'a pas consommé toute l'énergie dans le système, c'est pas très grave parce que nos systèmes sont des systèmes fermés. On travaille en boucle fermée. Donc l'eau revient vers le générateur, chaude ou froide, peu importe. Puis on pourrait se dire, c'est pas très grave parce que c'est du chauffage, je fais du 80-60. Si je reviens à 70, du coup, le générateur n'aura à remonter l'eau que de 10 degrés, donc il va moins consommer. Ça, c'est oublier une partie du raisonnement qu'on a évoqué un peu, c'est son rendement au générateur. Parce que lui, son rendement est bon dans une certaine plage de fonctionnement. Typiquement, si on fait du chauffage, une chaudière à condensation, elle a un bon rendement supérieur à 100%, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on a décidé de définir les rendements des chaudières à condensation.
supérieure à 100% si elle condense. Et si on revient trop en température, eh bien elle ne condense plus. Ou moins souvent en tout cas. Les groupes de froid, PAC, thermo-frigo-pompe, c'est exactement la même chose. Hein, là aussi, du delta T en moins, c'est de la performance à moins. Ordre de grandeur, 1 degré de delta T en moins sur une installation de refroidissement, c'est-à-dire delta T 4 au lieu de 5, c'est entre 15 et 20% de COP en moins sur le générateur. C'est énorme l'impact. J'en ai terminé. Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelques mots après? Sinon après on passera aux questions s'il y en a. Ouais, on passe aux questions. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un a une question, je pense qu'il faut lever la main et on vous apporte un micro. Non? Oui. Bah, merci. Bonjour. Bonjour. Juste pour finir l'histoire du Sénat, vous avez entrepris donc d'améliorer les performances de vos installations. C'est en travaux actuellement. Comment? Alors, les travaux ont commencé il y a quelques années. Là, on est en train de finir une grosse conception pour justement mettre en œuvre un peu toute cette réflexion qu'on a eue. Alors, il y a aussi un grand virage, c'est qu'on va se raccorder au réseau de froid urbain pour des histoires environnementaux. Mais la logique, ça a été vraiment de séparer les usages. C'est-à-dire que nous, on a pris la décision de vraiment le confort, les salles de réunion et le process, d'avoir des réseaux de distribution bien dédiés. Et pareil, de vraiment se poser des questions sur l'équilibrage et les profils de charge des pompes. Comme Denis l'a dit tout à l'heure, une installation, elle n'est pas faite pour fonctionner trop bas. Et donc nous, on a, de fait de dédoubler de séparer les usages, en fait, on délivre vraiment l'énergie là où est-ce qu'elle est nécessaire. Et là où est-ce que ce n'est pas nécessaire, l'installation est à l'arrêt. Voilà. Et aujourd'hui, peu de gens, je pense, n'osent pas des fois mettre son installation à l'arrêt. C'est pas forcément la mettre en dégradé. Mais moi, des installations de confort qui fonctionnent en hiver, j'en ai vu pas mal. D'autres questions? Alors moi j'en ai une pour vous. Si à la cantonade ça donne envie à quelqu'un de répondre, c'est le bon moment. On a un petit peu de temps, on n'est pas pressé. Est-ce que... parfait, on a une question, on va la prendre. Est-ce que vous préconisez clairement la suppression des vannes 3 voies? Alors, c'est un sujet, est-ce qu'on peut être complètement générique? Non, évidemment, comme assez souvent. Pour autant, d'une manière générale, la vanne 3 voies, c'est un système avec un bypass, et on l'a dit et on le sait tous en fait, malheureusement les bypass sont propices à la performance parce que dès qu'on bypasse de l'eau, c'est du surdébit, un débit dont on n'a pas besoin, et la destruction du delta T. Donc globalement, oui. Alors on parle des vannes 3 voies qui sont sur les émetteurs, qui régulent les émetteurs, pas les vannes 3 voies qui sont au départ de distribution, qui servent à faire du mélange. Ça c'est deux sujets absolument différents, mais sur les terminaux, les vannes 3 voies sont plutôt à bannir effectivement. Il nous reste un petit peu de temps. Je n'ai pas fait attention à l'heure. Oui, super. Alors, je disais, une question pour vous, si quelqu'un a envie de rebondir là-dessus. Est-ce que ce que Nicolas a présenté là, ce qu'on a présenté ici, c'est quelque chose qui résonne chez vous là, quand on est comme ça, une grande salle, j'ai du mal à voir les gens dire oui, non, oui, capter un peu les expressions. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui résonne à vos oreilles, qui vous semble cohérent? Ok, bon. Je vois des têtes faire oui, donc a priori, on n'est pas trop à côté de la plaque. Nicolas? Bon, et on va pouvoir conclure. Encore merci de votre présence. Et si vous avez envie de prolonger la discussion, on a un stand dans la zone tech. On vous accueillera avec plaisir pour discuter autour de ces sujets-là. Bonne journée à tous. Merci. Merci.